L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion. Demande de la commission d'enquête. Cette séance s'organisera en deux temps. La parole sera donnée à l'auteur du débat, un orateur de chaque groupe, puis au ministre pour leur répondre. Nous procéderons ensuite à une séquence de 16 questions-réponses. La parole est tout d'abord à l'orateur de la commission d'enquête qui a demandé ce débat, M. Alain Milon, président de la commission d'enquête, pour 8 minutes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Dans leur combat contre les épidémies, les hommes ont fait d'immenses progrès. Les vaccins et les traitements ont permis de faire reculer les ravages provoqués par les maladies infectieuses à tel point que l'effroi qu'elles ont causé à nos ancêtres était presque oublié. Le Covid-19 est venu nous rappeler les règles de base de lutte contre les épidémies. Elles se résument en 3 actions qui ont connu une actualité nouvelle, mais ont aussi été reformulées à mesure que notre pays réalisait qu'il n'était pas en mesure de toutes les accomplir: tester, tracer, isoler. Repérer les personnes atteintes, identifier celles qu'elles sont susceptibles d'avoir contaminées, isoler les malades et les personnes contacts afin de limiter la propagation de la maladie et ainsi progressivement casser la dynamique des contaminations. En l'absence de vaccins et de traitements, cette stratégie est la seule disponible et a fait la preuve de son efficacité. Pourtant, après l'avoir consciencieusement appliquée au tout début de l'épidémie, le gouvernement semble y avoir en tout ou partie renoncé. Les Français rapatriés de Wuhan ont été testés et mis à l'isolement dans un centre de vacances. Les personnes atteintes du cluster des contamines ont été isolées à l'hôpital. Les personnes du cluster de Creil ont été isolées dans les conditions définies par le service de santé des armées. Mais après, sur les 3 pans de la stratégie, la constance, mais aussi les moyens ont fait défaut. Malgré un développement rapide à l'honneur des équipes de recherche, le déploiement des tests a connu un déploiement hésitant et laborieux, le passage au stade industriel se révélant extrêmement complexe. Il en est résulté tout d'abord une approche malthusienne du recours aux tests, alors que certains de nos voisins testaient beaucoup plus massivement et que l'Organisation mondiale de la santé exhortait les États à le faire. Certaines capacités, les laboratoires privés, vétérinaires ou encore universitaires ont été laissés à l'écart pour des raisons administratives qui n'étaient pourtant plus de mise pendant la crise. Leur réintégration dans le jeu s'est faite au moment même où le revirement du gouvernement sur l'élargissement des personnes à tester percutait de plein fouet des capacités de test encore trop peu organisées. Pendant de trop longues semaines, notre pays a testé, conformément aux recommandations de l'OMS, mais en pure perte, les résultats ne parvenant aux intéressés qu'au-delà de la période où ils auraient été utiles. Pendant toute cette période, la détection de cas continuait à se faire à l'hôpital pour des personnes symptomatiques à un stade de gravité avancé et évidemment trop tard pour organiser un quelconque traçage. Sur le traçage, précisément, nous n'avons guère été meilleurs. La recherche d'une sophistication excessive s'est traduite par des retards et une perte globale d'efficacité là où d'autres pays, je pense en particulier à la Corée, dont le représentant a été entendu par la commission d'enquête, ont été mieux organisés. L'ambassadeur de France en Corée a insisté sur le caractère assez rustique des moyens déployés à rebours de l'image que d'aucuns avaient spontanément d'outils numériques qui seraient intrusifs et quasi totalitaires. Il s'agissait au contraire de mobiliser le plus de moyens possible et d'agir vite, ce que nous n'avons pas fait, laissant une fois de plus de côté les médecins de ville qui voyaient pourtant dans leur cabinet la majeure partie des personnes atteintes de la Covid. Je serai bref, car je ne veux pas être cruel sur l'échec programmé d'emblée de l'application Stop Covid. Cet échec est collectif.
Cet outil a été conçu avec tellement de prérequis que nous savions qu'il ne fonctionnerait pas et que, quelque part, nous ne souhaitons pas qu'il fonctionne vraiment. Cet échec a pesé sur la capacité de l'application, tous anti-Covid, à se faire une place sur les téléphones de nos concitoyens. Aujourd'hui encore, une majorité écrasante de cas positifs est passée sous le radar du traçage, ce qui témoigne d'une efficacité très relative. Je voudrais faire une place singulière, car je sais que ma position sur le sujet n'a pas toujours été comprise, à la question de l'isolement des malades et des personnes contacts. Il se trouve que la Commission des affaires sociales avait eu à se pencher sur ce sujet peu de temps avant le déclenchement de l'épidémie, à la faveur de l'examen sur le rapport de notre collègue Martin Lévrier, d'une proposition de loi de notre ancien collègue Michel Amiel. Le texte visait les cas de tuberculose résistante, mais la question est la même. Que faire face à un malade contagieux qui risque de susciter une flambée épidémique ? Notre commission avait alors suggéré de donner une compétence claire au préfet. La base juridique prévue par le Code de la santé publique ayant été jugée fragile, le gouvernement a souhaité proposer un autre cadre au Parlement. Le Premier ministre d'alors avait défini ce cadre dans les termes suivants. Je cite, « L'isolement doit être expliqué, consenti et accompagné. » Il s'agissait de s'en remettre au civisme de chacun. Pas question d'isoler des personnes testées positives, pas question d'isoler dans les aéroports dans l'attente des résultats d'un test, ce que font pourtant bon nombre de nos partenaires et dans des conditions parfois coûteuses pour les intéressés. Des capacités hôtelières étaient pourtant disponibles pour organiser un isolement efficace dans un contexte de mise à l'arrêt des déplacements professionnels et du tourisme. La présidente de la région Île-de-France a indiqué à la commission d'enquête avoir proposé la réservation de 7000 lits dont le pilotage aurait été confié à l'Agence régionale de santé. C'est bien la volonté qui a fait défaut. Il peut sembler étrange, un an après le déclenchement de la crise sanitaire, de reprendre ainsi le fil des événements et de revenir sur la stratégie conduite alors que nous sommes toujours englués dans cette épidémie. L'objectif de la commission d'enquête était d'examiner le degré de préparation de notre pays face à l'épidémie. Il est évident que nous n'étions pas prêts, mais aussi de définir ce que nous pourrions faire pour être prêts à l'avenir. Une nouvelle fois, ce que nous pourrions faire en l'absence de vaccins et de traitements, c'est tester, tracer, isoler. Le faisons-nous pleinement ? La réponse est non. En avons-nous les moyens ? Ça n'est pas certain. Le développement de tests moins contraignants reste à faire et le contact tracing reste à améliorer. En avons-nous la volonté ? La question mérite d'être posée et je vous propose de nous interroger collectivement. Que ferions-nous demain devant une maladie beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus létale pour l'ensemble de la population ? Devrions-nous faire des choix et conserver la même stratégie ? J'espère que le débat de cet après-midi pourra nous permettre de répondre à cette question. Elle pose tout à la fois la question de la responsabilité individuelle, de la responsabilité politique et de la confiance que les citoyens ont dans leurs dirigeants et réciproquement. Ce n'est qu'en tirant des leçons de ce qui s'est passé que nous pourrons progresser. C'est ce à quoi la commission d'enquête s'est employée et j'espère que sur le fondement de ces recommandations, nous pourrons avancer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs et oratrices des groupes. La parole, pour commencer, à Monsieur Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, c'est un rapport dense que nous avons produit avec mes collègues rapporteurs Catherine Deroche et Sylvie Vermeillet, dont je veux saluer ici la qualité du travail que nous avons fait en commun. C'est un rapport dense et qui s'est attaché à analyser la qualité de la réponse de notre pays et surtout à proposer des pistes pour que notre système de santé tire les leçons de cette épidémie. Et ce rapport a été intitulé « Pour un nouveau départ en santé publique ». Car nous avons partagé le constat
que notre pays a su construire ces dernières décennies un système de soins, un système hospitalier, un système de soins de ville qui ont leurs difficultés, on les connaît bien, mais qu'il a beaucoup moins su construire un système de santé publique. Et que ce n'est pas un hasard si des pays qui avaient vécu une situation épidémique en 2003 ont beaucoup mieux répondu en 2020 à la crise, parce qu'ils avaient en fait modifié leur approche, tirant les leçons de l'épidémie de 2003. Peut-on ensemble former le vœu que nous sachions tirer les leçons de cette crise, que ce serait là l'essentiel, et que nous sachions modifier notre système de santé publique en conséquence? Une des grandes leçons que nous avons tirées, c'est que nous avions un défaut d'adaptation. Et ce défaut d'adaptation fait que la réponse qui est produite est souvent uniforme, est souvent verticale, est souvent décidée d'en haut. On peut dire qu'elle décalque le système politique du pays, après tout. Mais on ne peut pas s'en satisfaire. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est quand allons-nous tirer ces leçons et quand allons-nous prendre des dispositions qui modifient notre approche de la crise? On voit par exemple que sur le secteur de la culture, persiste une réponse uniforme d'arrêt de toutes les activités, alors que vivre avec le virus, en maîtrisant au maximum la circulation pour ne pas saturer notre système de santé, c'est la stratégie générale, ne nécessite pas d'arrêter uniformément toutes les activités culturelles. L'adaptation n'est toujours pas faite, même si elle commence à être annoncée. On a vu que dans le domaine du commerce, après une première phase, je ne parle pas du printemps, de la sidération, et tout le monde convient que cette sidération s'est imposée à nous tous, mais à l'automne, cette approche ubuesque de décider d'ouverture ou de fermeture en fonction de la qualité du bien acheté et non pas des conditions sanitaires de l'achat, commence à être modifiée lors des dernières annonces du Premier ministre, où c'est plus les conditions sanitaires de l'achat qui autorisent ou n'autorisent pas l'ouverture de tel ou tel commerce. L'adaptation est donc très très lente et nous appelons, Monsieur le ministre, à ce que notre pays aille plus vite en la matière. Des réponses pourraient être apportées en termes de gouvernance. Alors j'entends le discours qui est de dire on verra après la crise, mais il n'y aura pas un jour où la montre dira c'est fini et où une nouvelle page se tournera. Il y a une phase suraiguë, il y a des épisodes aigus encore, peut-être entrerons-nous demain, après-demain dans une phase chronique, mais je crois que plus d'un an après que l'épidémie est surgie, il est temps d'adopter des modifications qui sont nécessaires. Et le Parlement devrait en légiférer. Après tout, on va bien légiférer une proposition de loi sur la santé qui est assez brouillonne, qui est assez confuse. Pourquoi, Monsieur le ministre, ne serait-il pas le temps d'une loi d'adaptation du système de santé aux leçons de la Covid-19 ? Quand en débattrons-nous ? La stratégie du vivre avec s'est trop traduite par arrêter de vivre parfois, mais surtout, encore une fois, par la difficulté de territorialiser les réponses. Et parfois, il faut être plus restrictif, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu une approche plus territoriale des mesures restrictives quand l'épidémie était très différente d'un territoire à l'autre. Peut-être ce n'est plus l'heure pour la situation actuelle, et peut-être demain, de nouvelles mesures restrictives seront nationales, mais on peut regretter que cette approche n'ait pas été plus développée, parce qu'on constate tous, on sait tous qu'il y a des territoires, il y a des villages de Bretagne qui depuis un an n'ont pas vu un cas de Covid, et qui depuis un an sont soumis aux mêmes restrictions, ou quasiment, que les autres territoires de notre pays. Le vivre avec, monsieur le ministre, un jour, on espère qu'il s'arrêtera. Et donc, nos capacités d'anticipation, car aussi nous avons été critiques, il faut le dire, sur des défauts d'anticipation, devraient amener à une réflexion portée collectivement sur le fait de savoir quand nous pourrons passer à une stratégie d'éradication ou d'élimination du virus. Après tout,
Vous nous avez annoncé le 12 janvier que nous aurions 77 millions de doses de vaccins disponibles au mois de juin. Le chiffre de 137 millions a été avancé aussi. Le chef de l'État a annoncé qu'à l'été, tous les Français qui le souhaitent pourraient être vaccinés. Est-ce que les conditions d'un changement de stratégie vers l'éradication du virus seront posées dans quelques mois? Eh bien, ça mérite que ce soit discuté, que ce soit anticipé, et pas seulement au sein du Conseil de défense, pas seulement par des travaux du Conseil scientifique, mais parce que la démocratie sanitaire a trop souffert pendant cette épidémie, que ce soit discuté avec les acteurs de santé, que ce soit discuté avec les élus des territoires, que ce soit discuté ici au Parlement. Nous avons la conviction, Monsieur le Ministre, que cette crise doit nous apprendre collectivement à une démarche de santé publique revivifiée, à une meilleure association des différents acteurs, et que si nous réussissons collectivement ce pari, les victimes, beaucoup trop nombreuses, de cette épidémie auront au moins servi à ce que nous améliorons notre système de santé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant, pour le groupe Les Indépendants, à Emmanuel Capus pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 80 000, c'est le nombre de victimes provisoires de cette épidémie et c'est évidemment à eux que je pense au moment de prendre la parole dans cet hémicycle. Dès les premiers jours de la crise, le Sénat a agi. Il a permis au gouvernement de prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient. Nous avons voté ici en responsabilité l'état d'urgence sanitaire et 4 PLFR. Dans le but d'identifier des pistes d'amélioration des politiques publiques, notre Chambre a créé une commission d'enquête dont nous débattons aujourd'hui des conclusions. Et les commissions d'enquête, mes chers collègues, sont d'autant plus intéressantes qu'elles cherchent à être impartiales et à faire la lumière sur des événements passés. En l'espèce, à ce stade, nous manquons cruellement de recul pour tirer des conclusions définitives sur la gestion d'une crise à laquelle nous continuons malheureusement à faire face. La France, comme le monde entier, a subi les effets d'une pandémie qui nous a tous surpris. Certains pays, déjà habitués à ces épidémies, comme Taïwan et la Corée du Sud, je crois qu'il faut le préciser, Monsieur le Président, ont réagi très rapidement. D'autres, au contraire, ont pris plus de temps, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. L'OMS a elle-même tardé à tirer l'alarme sur cette urgence de santé publique. Les efforts que la Chine a déployés pour cacher les débuts de l'épidémie y sont sans doute en partie responsables. Ces efforts se poursuivent d'ailleurs et l'enquête sur les origines du virus menée en Chine n'est pas facile. Et on constate encore même le déni du nombre de décès dans cette République populaire. À l'heure où nous parlons, et malgré cette opacité, les pires scénarios ont été évités. Le séquençage du virus s'est fait en quelques semaines et un vaccin a été mis au point en quelques mois. On peut bien évidemment regretter que la France n'en ait pas encore mis au point et, à titre personnel, je le regrette vivement. Mais notre pays connaît un bilan qui pourrait être pire. Même si c'est toujours trop, la France connaît aujourd'hui moins de morts par jour que l'Allemagne, pourtant si souvent citée en exemple. Il importe malgré tout de déterminer comment notre pays aurait pu faire mieux, comme se l'est proposé notre commission. Le premier sujet, évidemment, sur lequel nous avons travaillé, ça a été le sujet des masques. Ces protections qui nous ont cruellement fait défaut au printemps en stratégie de lutte contre la propagation du virus. Le stock de masques de l'État a été fortement asséché au cours des dernières années, c'est un fait. Celui des FFP2 a presque été réduit à néant de 2011 à 2016. Celui des masques chirurgicaux a été amputé en 2018 de 86%. A posteriori, il apparaît évident que ces réductions ont sensiblement accru la vulnérabilité de notre pays. À en croire la tension sur le marché, nous n'étions pas les seuls à en avoir urgemment besoin. Bien sûr, il y a d'autres ressources qui nous ont également fait défaut, comme le curare et les respirateurs, mais ces pénuries ont été résolues plus rapidement. Au-delà de la conservation
de stocks stratégiques et de la préservation de notre souveraineté, la coopération dans la résolution de la crise reste l'un des points d'amélioration majeurs. Il faudra qu'elle soit encore renforcée entre les pays européens. Au niveau national, la coopération a eu lieu entre les régions en matière de santé. Elle a été positive et nous souhaitons qu'elle se poursuive. Il convient également de permettre à la médecine de ville d'apporter tout son concours au secteur hospitalier dans ces périodes de crise, mais aussi en temps normal, pour une meilleure prévention. Il en va de même pour les capacités de test dont il a été largement parlé par mes prédécesseurs. Il aurait en effet été profitable d'associer les différents laboratoires, y compris vétérinaires, pour effectuer davantage de tests dans de meilleures conditions. Je n'aborde pas non plus la question de la contrainte, même si, à titre personnel, il me semble qu'il aurait fallu se la poser et qu'il faudra sans doute se la poser dans le futur. Je pense évidemment à l'isolement, mais également aux passeports vaccinaux. Enfin, il serait certainement bénéfique de mieux associer les collectivités territoriales au fonctionnement des ARS, mais aussi aux décisions prises par l'État. Comme souvent, nos territoires ont tenté d'apporter leur concours, mais des rigidités administratives ont freiné leurs initiatives. Voici, mes chers collègues, quelques enseignements que l'on peut tirer de la gestion française d'une pandémie qui n'est pas terminée. D'autres questions nombreuses restent en suspens. Elles touchent principalement à notre souveraineté économique, sanitaire, mais aussi aux conséquences pour notre jeunesse et pour nos forces vives. Ces questions devront nécessairement trouver des réponses. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Raymonde Poncet-Monge pour le groupe écologiste. Pour 5 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce rapport porte sur l'une des crises les plus graves que nous ayons connues et ses conclusions sont accablantes. L'excellent travail de la commission d'enquête nous a appris que les alertes du ministère de la Santé en janvier ont été ignorées par l'exécutif et l'Union européenne, que le Grand Est a livré, presque seul, une bataille désespérée contre l'extension exponentielle du virus, que les choix de la Direction générale de la santé ont empêché la reconstitution du stock stratégique de masques qui ont cruellement manqué durant plusieurs mois, information d'ailleurs dissimulée à l'opinion par pression politique, et que ce sont les populations les plus vulnérables, les plus reléguées, qui ont été surexposées et les plus durement touchées par le virus, sans que rien ne soit fait alors, ni depuis, pour améliorer leurs conditions et la reconnaissance de leur métier. Ces manquements, ces négligences de l'État ont coûté la vie à des milliers de personnes. La responsabilité de l'État est ainsi engagée. Les recommandations proposées par le rapport sont justes. Il faut en effet reconstituer le stock stratégique de masques. Il faut aussi sortir de l'hospitalocentrisme et intégrer les établissements médico-sociaux comme les services domiciliaires dans notre système de santé afin de mieux protéger les populations vulnérables. Il faut faire vivre la démocratie sanitaire dans l'hôpital, mais aussi en prenant appui sur l'expertise des associations et celle des collectivités territoriales proches du terrain. Toutefois, pour compléter ces recommandations et renforcer véritablement nos capacités de résilience face aux crises à venir, il semble nécessaire de rappeler également que la gravité de cette pandémie trouve aussi ses causes dans les politiques d'austérité budgétaire menées depuis des dizaines d'années, cassant l'hôpital public, déstructurant la recherche et accroissant les inégalités sociales et territoriales. Bien avant la Covid, les hôpitaux publics étaient au bord de l'asphyxie. En cause, l'Ondam systématiquement insuffisant, obligeant à des économies non pertinentes, à la suppression de 100 000 lits en 20 ans et la volonté de transformer les hôpitaux en entreprises rompues au lean management, à la T2A et au virage ambulatoire à marche forcée, qui ont conduit à un système de santé sous tension permanente au moment du choc de la pandémie. Dès lors, par exemple, nombre d'opérations ont dû être déprogrammées, la prévention et le dépistage suspendus, entraînant des pertes de chance. De plus, face à la pénurie de masques, de tests, de personnel, le gouvernement n'a pas suffisamment agi
soit parce qu'il n'a pas appelé à la collaboration, mais soit aussi par résistance idéologique à appliquer les lois de réquisition sanitaire, doit être aussi questionné. L'hyper-présidentialisme, concentrant autour de lui un conseil de défense, un conseil scientifique, un comité d'analyse et de recherche, puis un autre conseil scientifique sur les vaccins, épaulé par 3 cabinets de conseil privés, qui se surajoutent à nos agences sanitaires et dont le fonctionnement reste opaque, sans contrôle public du Parlement et des acteurs du territoire. Ce chevauchement de comités et de cabinets brouille la gouvernance sanitaire et le rôle d'agences, d'ailleurs sous-dimensionnées, comme Santé publique France, empêchées dans ses missions d'expertise et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Enfin, il faut que cette crise infuse une transformation profonde de nos modes de vie, car la crise découle de l'effondrement de la biodiversité. Une étude de l'Université de Cambridge démontre que la migration des espèces due à la déforestation et au dérèglement climatique a permis la transmission de la Covid-19 à l'être humain. Depuis 20 ans, les scientifiques nous alertent, les pandémies se multiplient, nous sommes entrés dans le temps des pandémies, à la faveur de la déforestation des forêts et de la biodiversité. C'est bien que ce ne soit pas totalement l'objet, bien sûr, de ce rapport, mais c'est l'autre raison profonde de cette crise, qui aurait mérité, y compris, des recommandations à nos forces politiques, des recommandations en soi, notamment la non-ratification des traités de libre-échange comme le Mercosur. La leçon est bien qu'il nous faut changer de modèle, passer d'une politique publique curative, ça a été dit dans la santé, à une politique préventive. La défense de la biodiversité doit accompagner la défense d'une société résiliente, respectueuse du vivant et dont le paradigme devient le soin et la justice sociale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant pour le groupe RDPI à M. François Patriat pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre chargé des Solidarités et de la Santé, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Encore inconnue il y a moins d'1 an, la Covid-19 a donné lieu à une crise sanitaire inédite dont l'ampleur semblait à l'époque davantage dystopique qu'envisageable. Nous sommes réunis ce jour pour un débat sur la crise dans son ensemble, mais sur les conclusions, non pas c'est un débat sur la crise, mais sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête. La constitution de celle-ci s'inscrit pleinement dans le rôle de contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, de notre responsabilité vis-à-vis des Français. Cette mission est essentielle et nous y sommes bien évidemment favorables. Cette commission d'enquête a réalisé un travail qu'il faut souligner et que les sénateurs de notre groupe saluent. 133 personnes auditionnées, dont au cours des 47 entretiens. Ces 102 heures ne permettent pourtant pas d'établir un constat exhaustif de la gestion d'une crise sanitaire mondiale et unique. Comment contrôler l'action du gouvernement face à une épidémie qui faisait encore hier 439 victimes, en 24 heures? Comment critiquer des mesures sans le recul nécessaire à une analyse raisonnée, ni sans même ne pouvoir établir de comparaison efficace? Il y a 1 an tout juste, le bilan humain de la Covid-19 dépassait celui du SRAS, avec 814 décès confirmés. Mondialement, aujourd'hui, on en dénombre 2 millions. 1 an de vagues, de reprises, d'accalmie et maintenant de variants. 12 mois de gestes barrières à s'approprier, 12 mois de vie sociale à l'arrêt, plus de 3 millions de cas détectés et 2 millions de doses de vaccins administrées. Aussi, prenant acte des conclusions du rapport, et bien que cet exercice soit indispensable, nous émettons une forte réserve quant à la temporalité de cette publication. Cette situation exceptionnelle aura forcément causé certains écueils. Il serait utopique de prétendre le contraire. Pour autant, le temps du bilan arrivera plus tard, lorsque les hôpitaux auront enfin un répit et que les chiffres de contamination ne rythmeront plus nos vies, alors l'analyse sera efficace et essentielle. Mais pas maintenant. Ce temps long nous oblige à ne pas porter de jugement trop hâtif. Ce temps long force à l'humilité. La Commission, il faut le rappeler, a débuté ses travaux durant les vacances d'été, alors que les courbes étaient au plus bas. Elle les a poursuivis pendant la campagne des élections sénatoriales. Les faits démontrent aujourd'hui que nous ne partageons plus certaines des certitudes que nous avions hier. Les pays aux stratégies vues comme exemplaires lors de la première vague ne le sont plus actuellement. Je pourrais vous en citer quelques exemples.
Malheureusement, aujourd'hui, la situation de nos voisins outre-Rhin s'est dégradée. Mes chers collègues, si la comparaison s'avère souvent utile en matière de gestion de crise sanitaire, elle n'est pas pour autant une science exacte. Et la fascination pour d'autres pays qui feraient mieux en telle ou telle chose, mais qui dans le même temps, par exemple, ont fermé leurs écoles depuis 8-9 mois. La comparaison chaque jour, ne prenons pas chaque jour l'exemple qui serait mieux dans notre pays, dans d'autres pays, alors que dans le nôtre, la situation doit être regardée avec lucidité. Concernant les masques et la gestion des stocks, ils ont été le point central de bon nombre de nos discussions. Le chiffre de 1 milliard est fréquemment revenu. Les rapporteurs se sont, semble-t-il, focalisés sur un nombre sans avoir une réflexion sur la gestion exacte des stocks. C'est pour autant bien cela qui a fait défaut au départ. Oui, les points d'interrogation demeurent. Oui, force est d'accepter de ne pas savoir ni quand, ni comment cette pandémie prendra fin. Nous ne savons pas aujourd'hui. Vous savez, si on avait évoqué ensemble le fait que nous serions aujourd'hui face à une troisième vague possible, enfin existante, et à des mesures plus dures encore à prendre, qui l'aurait cru il y a un an? Cette adaptation était cruciale et les chiffres semblent actuellement démontrer son efficacité. La ligne de crête a obligé le gouvernement à faire preuve d'équilibre entre liberté et restriction, entre gestes barrières et confinement, entre ouverture souhaitée de tous et fermeture nécessaire pour tous. Oui, et nous manquerions d'objectivité en affirmant le contraire. La France n'était pas prête à faire face à un phénomène totalement nouveau d'une telle ampleur, mais aucun pays n'était prêt. Pour autant, un an plus tard, le constat n'est pas si noir que le rapport de la commission d'enquête ne le souligne. Aux prémices de la crise épidémique, les évacuations sanitaires ont très largement permis de désengorger les hôpitaux et les territoires les plus touchés. Je connais en particulier le territoire dont je suis l'élu. La vaccination des publics prioritaires fonctionne. La coopération européenne dont la France était moteur est établie et notre capacité de test est exemplaire en Europe. Qui dit aujourd'hui que les tests sont gratuits en France alors qu'ils coûtent 100 € en Allemagne, 300 € au Royaume-Uni? Personne ne le dit dans le rapport. Au-delà des mesures sanitaires, et parce que cette crise est cruciale et économique également, l'accompagnement des personnes en isolement, le soutien aux jeunes, le fonds de solidarité en faveur des entreprises et la gratuité des tests et des vaccins honorent notre pays. La solidarité dont le besoin et la fraternité devant ces situations qui touchent nos concitoyens de manière inégale sont des forces stabilisatrices sur cette ligne de crête que nous suivons. Alors, mes chers collègues, vous l'avez compris, les sénateurs du groupe RDPI s'accordent à dire qu'une réelle commission de prospective et de préconisation est importante, mais elle se fait en dehors de toute polémique politicienne et une fois la crise passée. Alors plutôt qu'une attitude de défiance permanente ou de critique systématique, nous préférons aujourd'hui accompagner le gouvernement dans les mesures d'adaptation. Et je réponds ici à quelques collègues qu'il a su prendre à chaque instant pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions non seulement résister, poursuivre, mais dans le même temps éviter, si c'est possible, un confinement pour tous. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Véronique Guillotin pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Mesdames et Messieurs le rapporteur, chers collègues. Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, affirmait que presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. La pandémie liée à la Covid-19 était-elle prévisible? Si pour certains chercheurs, elle n'était pas inimaginable, son ampleur semble avoir pris par surprise le monde entier. Sa gestion aurait-elle pu suivre un autre cours? Certainement. Peut-on en tirer des leçons sur les plans organisationnels, décisionnels ou culturels? Évidemment. C'est ce constat qui a motivé la création d'une commission d'enquête au sein de notre Assemblée. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des rapporteurs qui ont effectué un travail remarquable. Ce rapport doit nous permettre d'identifier les dysfonctionnements et leur origine et en faire des sources de progrès. C'est de manière dépassionnée que nous avons entrepris cette tâche, de manière rigoureuse également, nous gardant de juger le passé à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, mais en ayant un œil critique sur le déroulement de la situation. C'est dans cet état d'esprit que je souscris majoritairement aux différentes préconisations des rapporteurs et j'axerai mon propos sur quelques points puisque les 5 minutes qui me sont accordées ne permettent pas de balayer les centaines de pages et l'ensemble des préconisations du rapport. Les travaux de la commission d'enquête ont tout d'abord mis en exergue l'impréparation et l'absence d'anticipation. Un constat largement partagé par la mission d'évaluation nommée par le président de la République. Quand l'épidémie s'est répandue sur le territoire français, nous nous sommes retrouvés démunis
à l'inverse de certains autres pays comme Taïwan, effectivement Singapour ou la Corée du Sud, mais qui, eux, avaient culturellement beaucoup appris de la pandémie du SRAS 2003 et de la grippe A en 2009, et pour lesquels l'expérience du passé était déjà de se préparer à l'incertitude, mais le contexte culturel n'est pas comparable. Cette impréparation s'est essentiellement, par contre, illustrée au départ par un défaut de stratégie testée, tracée, isolée, mais par une pénurie également de protection individuelle et une capacité de production quasi inexistante sur notre territoire, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui sur le sol de véritables filières industrielles de production, la dernière usine ayant fermé ses portes en 2018. Pourtant, le Haut Conseil de la santé publique en 2011, Santé publique France en 2018 préconisait la constitution d'un stock stratégique de masques qui, à l'instar des surblouses ou des gants, ont cruellement fait défaut à nos soignants, professionnels des EHPAD, mais surtout aux aides à domicile qui ont parfois rempli leur mission au péril de leur vie. Le premier des engagements à cette leçon, la première des engagements à prendre, c'est bien sûr de sécuriser la gestion de nos stocks de masques, nos stocks de médicaments, nos stocks de vaccins, et cela doit passer aussi par la relocalisation de leur production à l'échelle européenne. Nous pourrions penser que cette impréparation de début allait nous servir de leçon pour anticiper l'organisation de la vaccination. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'alerter sur ce point en novembre dernier lors d'une QAG. Pour autant, j'ai l'impression que l'anticipation sur le recueil des consentements anticipés en EHPAD, sur la variation dans la stratégie de déploiement des centres, nous ont encore conduit à un démarrage vaccinal trop lent. Aujourd'hui, la problématique est tout autre et c'est bien. Bon nombre de nos concitoyens ne peuvent pas se faire vacciner en raison d'une trop forte demande, bonne nouvelle, mais d'un stock limité de vaccins et de centres fermés. Les rapporteurs ont également pointé une communication institutionnelle protéiforme qui n'a pas su résister aux polémiques. Il faut reconnaître que les avis divergents, voire contradictoires, du gouvernement, certes, mais également du monde scientifique, a créé la confusion exacerbée par des prises de position successives des experts qui ont inondé nos chaînes d'information en continu. Dans un pays caractérisé par une grande liberté d'expression, comment faire mieux? Je ne sais pas. Le discours confus du démarrage a conduit beaucoup de nos concitoyens à déserter dès la mi-mars les cabinets médicaux. J'avais à l'époque alerté le Premier ministre et l'ARS sur les effets délétères de communiqués inadaptés qui m'étaient remontés du terrain d'ailleurs et qui ont mis un certain temps à se corriger. Nous n'en mesurons encore pas aujourd'hui, je pense, toutes les conséquences. Enfin, cette pandémie a mis en évidence une faille dans un mode d'organisation territoriale trop centralisé, participant inexorablement à une lenteur dans la prise de décision. C'est ainsi que les alertes émises dès le mois de février par la région Grand Est, dont je suis issue, confrontée à une vague épidémique particulièrement brutale, sont restées sans réponse. L'État est intervenu que plus tard, une fois que la région était dépassée. Le rapport préconise de définir les contours d'une gouvernance territoriale et d'une veille épidémiologique au plus près des réalités de terrain, et c'est absolument nécessaire. Faisons davantage confiance aux élus locaux, aux personnels soignants qui ont su faire preuve d'une grande agilité dès lors qu'ils étaient libérés de carcans administratifs. Une transformation en profondeur est attendue. Elle devrait se faire notamment dans le cadre du projet de loi 4D qui prévoit de renforcer la place des élus dans les futurs conseils d'administration des ARS. Fin décembre, le président de l'OMS déclarait que la pandémie provoquée par le coronavirus ne serait pas la dernière. C'est pourquoi j'espère que nos débats ouvriront la voie à un nouveau départ, une année zéro de la santé publique que les rapporteurs appellent de leurs vœux. Et je sauterai directement à la conclusion pour donner une note d'espoir. J'ai confiance en la nature humaine et en sa capacité d'adaptation. Je reste optimiste quant à notre capacité collective à faire face à ce satané virus. D'ailleurs, la France, malgré les difficultés, merci, chers collègues, n'est pas la plus mauvaise élève de l'Europe. Merci. La parole est maintenant à Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 piétine dans notre pays, les travaux réalisés par la commission d'enquête du Sénat ont mis en lumière divers dysfonctionnements et défaillances sur la gestion de la crise de la pandémie de la Covid-19 et en filigrane les raisons qui nous ont conduits à une telle situation. La pandémie pose en réalité une question essentielle, celle du déficit d'approvisionnement en matériel de protection, en respirateurs, en médicaments,
en tests et aujourd'hui en vaccins. Afin de répondre aux exigences de réduction du déficit public, les stocks stratégiques de médicaments, de blouses, de masques, de gants, qui étaient financés auparavant par la sécurité sociale, ont été laissés à l'abandon avec le transfert à l'État de la gestion des stocks de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires EPRUS. Lorsqu'il a fallu renouveler les stocks stratégiques, l'établissement Santé publique France a été dans l'incapacité de réaliser sa mission. La logique de réduction des dépenses publiques que nous ne cessons de dénoncer, tout comme les personnels de santé et du médico-social, a démontré ses limites et ses contradictions, puisque le coût du renouvellement du stock stratégique était bien inférieur au coût des semaines de confinement que nous avons subies. L'impréparation de votre gouvernement, les déclarations contradictoires sur l'utilité des masques, la pénurie de lits de réanimation ne résultent pas d'un accident de parcours, mais bien de choix stratégiques à l'œuvre depuis près de 30 ans. Les conclusions du rapport sénatorial démontrent, eux, la part de responsabilité de votre gouvernement par l'absence d'anticipation, de transparence et de concertation avec les soignants, les élus et les parlementaires. Le gouvernement a perdu la confiance de nos concitoyennes et concitoyens en tentant de cacher l'insuffisance des stocks de masse disponibles, puis celle des tests. Comment ne pas rappeler ici que notre commission d'enquête a par ailleurs montré que le DGS est intervenu pour faire modifier un rapport d'experts sur le nombre nécessaire de masques à commander? C'est gravissime. Alors que l'État était aux abonnés absents, les villes, les départements, les régions ont répondu présent et se sont mobilisés dès le début pour commander des masques et assurer leur cheminement auprès des populations. Et ils ont continué avec la mise en place de centres de tests et aujourd'hui de vaccination. Tout ceci a entraîné des dépenses considérables pour les collectivités qui auraient dû être de la responsabilité de l'État. En limitant les prises de décision au cercle restreint du président de la République, autour de certains membres du gouvernement, conseillés par un groupe d'experts et par des cabinets privés, l'isolement du pouvoir exécutif et la déconnexion avec la réalité de terrain n'ont eu de cesse de se renforcer. Le Parlement, et singulièrement le Sénat, a été réduit à une chambre d'enregistrement, bafouant ainsi la démocratie. Des commissions d'enquête parlementaires ont tenté de rétablir la transparence et de réfléchir à l'avenir en tirant les enseignements de la première vague de pandémie. Et je me réjouis, avec l'ensemble de mon groupe, de la création par le Sénat d'une mission d'information sur l'évaluation des effets des mesures de confinement qui s'inscrit dans la continuité des travaux de la commission d'enquête. Je suis convaincue que ces travaux peuvent être utiles pour toutes et tous, et notamment pour les membres du gouvernement. Il ne s'agit pas pour notre groupe de remettre en cause l'investissement personnel de vous, Monsieur le ministre, ni des membres de votre ministère, mais de dénoncer les choix politiques qui ont conduit à l'affaiblissement des services publics et à la déstructuration des outils de l'État. La multiplication des agences a été mise en exergue comme un frein pour la coordination et l'efficacité des décisions. De nombreuses auditions ont dénoncé le nombre insuffisant de lits de réanimation, avec des taux d'occupation de 90 à 95%, empêchant toute marge de manœuvre. Il est urgent de corriger ce manque de moyens humains, matériels et financiers dans les hôpitaux publics. Et qu'on ne nous réponde pas par le Ségur de la santé, qui dans les faits n'a débouché que sur de timides revalorisations salariales, inégalitaires au demeurant, renvoyant à plus tard l'investissement indispensable à un système de santé devant répondre aux besoins humains. Si telle n'est pas la première leçon à tirer de cette pandémie, alors la dégradation des conditions de travail va se poursuivre, privant l'hôpital de toute attractivité, comme viennent de me le confirmer les praticiens hospitaliers qui sont à bout et sont de plus en plus nombreux à envisager de partir. Gouverner, c'est prévoir. Il est urgent de répondre à l'exigence d'augmentation capacitaire dans les hôpitaux, à la reconnaissance des métiers et à une révision complète de la gouvernance. La démocratie sanitaire est une des clés de l'attractivité. Il faut donner du pouvoir au personnel, aux usagers et aux élus dans les instances totalement revisitées. Une autre politique de santé est possible en renforçant les services publics et la sécurité sociale, en dotant les territoires de structures de proximité de type centre de santé, travaillant en lien avec les hôpitaux et la médecine de ville. Chaque jour qui passe démontre l'incapacité de la plupart des grands labos pharmaceutiques d'organiser une production et une distribution du vaccin contre la Covid-19. La France doit retrouver sa souveraineté en ce domaine. C'est tout le sens de nos propositions de création en France et en Europe d'un pôle public du médicament et de la recherche qui intègre les vaccins afin d'en faire un bien commun de l'humanité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste pour 7 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, mes chers collègues, notre commission d'enquête a mené un travail particulièrement précis et dense. Nous avons réalisé 47 auditions et entendu 133 personnes, au rang desquelles d'anciens ou actuels membres du gouvernement, des directeurs généraux de la santé, passés et présents, des responsables politiques locaux, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'ARS, des professionnels de santé, des chercheurs faisant autorité et bien d'autres encore. Le Sénat, dans la sagesse qui lui est reconnue, a présenté les conclusions de ses travaux le 8 décembre dernier et je remercie mon groupe et mes deux collègues Catherine Deroche et Bernard Jomier de m'avoir fait confiance pour être co-rapporteur de cette commission d'enquête. Les critiques et recommandations ont été particulièrement pesées. Je reviendrai brièvement sur certaines d'entre elles. C'est en étant lucide sur ce qui a dysfonctionné que nous pourrons avancer valablement. Le retour d'expérience de cette année 2020 doit nous permettre de mettre en œuvre les correctifs nécessaires pour que notre État soit plus réactif dès à présent. Si nos travaux ont reçu un écho médiatique important concernant la gestion des masques de protection au printemps 2020, notre rapport ne saurait être réduit à ce point. Il est toutefois symptomatique de ce qui n'a pas fonctionné, l'absence d'anticipation et de culture de la gestion de crise au sein du ministère de la Santé. Je rappelle un fait, le délai d'1 mois entre l'alerte de la ministre Agnès Buzyn le 25 décembre 2019 et les informations qui lui sont communiquées le 24 janvier 2020 sur l'état des stocks de masques qui a paralysé l'efficience. C'est un retard qui, en période de crise, ne se rattrape pas et conditionne la gestion qui s'ensuit. Par ailleurs, nos auditions ont clairement mis en lumière les carences dans les premiers temps de la crise d'une gestion centralisée. L'audition conjointe en juillet dernier de M. Jean Rottner, président de la région Grand Est, de Mme Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, et Brigitte Klinkert, alors présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, ainsi que Christophe Lannelongue, ancien directeur de l'ARS Grand Est, fut particulièrement révélatrice et émouvante de la situation d'abandon dans laquelle s'est trouvé le territoire du Grand Est face au rouleau compresseur Covid. Ce sont eux qui ont essuyé les plâtres et c'est de leur expérience, notamment hospitalière, que l'échelon national s'est nourri pour ensuite faire face. Il serait alors impensable que nous ne sachions pas tirer les conséquences de cette impréparation pour devenir meilleurs. 3 de nos réflexions doivent trouver un écho concret si nous ne voulons pas répéter nos erreurs. La première vise à renforcer le pilotage dans la réponse aux urgences sanitaires, avec notamment le rétablissement d'une fonction de délégué interministériel à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires, le DIPRUS, placé auprès du Premier ministre et chargé de coordonner une vigilance permanente sur l'état de préparation du pays aux crises sanitaires ou autres. Les coûts humains, économiques et financiers actuels doivent amener chacun d'entre nous à s'interroger sur les effets d'une politique de planification de gestion de crise court-termiste. De l'état des lieux des stocks stratégiques de produits de santé et d'équipements de protection individuelle à l'actualisation quotidienne de nos options de plan d'action, il est impératif d'assurer une veille continue de l'état de préparation du pays aux catastrophes. En effet, la crise du coronavirus aura montré et montre toujours que la réactivité des services déconcentrés de l'État ne peut indéfiniment combler une mauvaise préparation à la gestion de crise. Le second enseignement sur lequel je souhaite revenir concerne la gestion opérationnelle de la crise dans les établissements médico-sociaux et plus particulièrement la notion de double tutelle avec la responsabilité distincte des ARS sur le sanitaire et des départements sur le social, dans les EHPAD notamment. Dans les territoires où la gestion de crise a été une réussite, nous avons constaté que cela tenait surtout au fait que les délégations départementales des ARS et les conseils départementaux ont su faire preuve d'initiative et d'innovation en travaillant conjointement. Nos auditions ont par ailleurs démontré combien cette coopération n'était pas naturelle. Dans d'autres régions où les acteurs attendaient davantage les directives nationales,
Les difficultés engendrées par un cloisonnement trop important sont apparues insurmontables au démarrage de la crise et ont fait perdre un temps précieux pour y faire face. Les directeurs d'établissement devaient en permanence changer d'interlocuteur en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Les difficultés rencontrées dans les demandes de renfort en personnel ou l'obtention de masques sont des exemples. Notre rapport préconise une unification de la tutelle. Le fait de trancher la question de la gouvernance idéale entre ARS et département n'appartient pas à la commission d'enquête. Mais il est incontournable de rechercher une alternative à ce double commandement pour faire face plus efficacement. Enfin, si la gouvernance nationale doit être réinventée pour permettre une réponse efficace aux risques pandémiques, elle doit parallèlement être accompagnée d'une refonte de la gouvernance territoriale de crise. Nous avons tous constaté, à des degrés divers selon les territoires, que la relation entre préfets et services des ARS a manqué à minima de fluidité. Dans mon département du Jura, la délégation ARS a fait beaucoup et bien avec très peu de moyens. Cependant, j'estime que notre action gagnerait en efficacité en réaffirmant un simple fait: la gestion de crise, c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur. Nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion sur la clarification du pilotage territorial de crise sanitaire, car ce sont les échelons déconcentrés avec les collectivités locales qui répondent aujourd'hui encore à la crise. Leur préparation, les procédures à appliquer pour travailler conjointement sont des questions centrales. La campagne de vaccination est un exemple des plus actuels de ce besoin d'anticipation. Là encore, les préfets, les délégués territoriaux d'ARS, les maires, les présidents de collectivités doivent s'adapter et composer du jour au lendemain pour réparer des erreurs qui auraient pu être évitées. Depuis plus d'un an, ils sont systématiquement dans l'urgence. Monsieur le ministre, la sidération du premier trimestre 2020 est loin derrière nous. Puisque notre monde a changé, puisque nos vies changent, il faut accepter de changer l'État. Merci. Merci, chers collègues. Et pour clore l'intervention des orateurs et oratrices, la parole à Catherine Deroche du groupe Les Républicains pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission d'enquête, mes chers collègues. Dans ce débat, je voudrais concentrer mon propos sur 2 aspects de la gestion de la crise sanitaire. La gestion territoriale de la crise, déjà évoquée, et la recherche. La Commission d'enquête a fait des propositions sur lesquelles je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement quant à la suite qui pourra leur être donnée. Le constat a été posé par les intéressés eux-mêmes de la nécessité de renforcer la fluidité des relations entre les préfets et les directeurs généraux des agences régionales de santé. Cette question est déterminante pour les élus locaux, plus familiers d'une relation étroite avec le préfet de département qu'avec le directeur général de l'ARS. En temps de crise, l'organisation de cette relation est clairement prévue par le Code de la santé publique, qui prévoit que le préfet peut prendre les commandes. Ce texte existe et il n'est pas nécessaire d'en inventer un nouveau. Pourtant, il n'a pas été utilisé, ce qui nous donne à penser que le défaut d'organisation était plus général et pas seulement lié à l'existence même des ARS. C'est pourquoi la commission d'enquête, à la différence de celle de l'Assemblée nationale, n'a pas préconisé leur suppression. Nous avons en revanche souhaité que des redéploiements interviennent au sein des ARS pour permettre d'armer correctement les délégations départementales. Celles-ci sont trop souvent apparues comme dépourvues d'informations, de moyens et de capacités de décision. La réforme des régions a en effet percuté celle des ARS, dont les sièges sont souvent trop éloignés du terrain. Nous pensons que le délégué départemental de l'ARS doit prendre des responsabilités dans la gestion des crises, en déclinant dans chaque département un plan pandémie et en disposant des données épidémiologiques nécessaires, les cellules d'intervention en région de Santé publique France étant elles-mêmes intégrées au sein des ARS. Ces données épidémiologiques devraient également permettre d'apporter des réponses différenciées à des territoires placés dans des situations différentes. Le cas emblématique de la première phase a sans doute été celui de la Guyane, entrée en confinement alors que sa situation ne le justifiait
Pas forcément, et privés de cette mesure en pleine flambée de l'épidémie. Le pilotage de la crise est alors clairement apparu comme trop centralisé. Il ne semble pas que ce point ait significativement évolué dans la durée. En matière de recherche, l'effort a été tout à fait exceptionnel et les résultats au-delà des attentes que nous pouvions avoir. Le développement des vaccins en est un exemple. En France, pourtant, il est apparu que cet effort de recherche était trop dispersé et qu'il a de fait conduit à des résultats limités. Nous sommes bien sûr favorables à la liberté de la recherche et à la diversité des initiatives, seules à même de produire des résultats. Dans un contexte de crise et d'urgence, il nous semble cependant que la multiplication des essais cliniques consacrés aux mêmes molécules, en dispersant les financements et en réduisant mécaniquement le nombre de patients insérés dans les différents bras, a clairement nui à l'efficacité de la recherche. Confrontés aux mêmes enjeux, les Britanniques ont déployé, à l'exemple de l'essai Recovery, promu par l'Université d'Oxford, un effort de recherche beaucoup mieux coordonné. Cet essai a été défini comme un essai de haute priorité nationale dont tous les médecins ont été informés. Il nous semble qu'une démarche similaire aurait pu être conduite en France. Il nous semble nécessaire que les ministères chargés de la santé et de la recherche puissent assurer la définition de travaux prioritaires qui pourraient concentrer les financements exceptionnels mobilisés pendant la crise. L'Agence nationale de sécurité du médicament n'a pas la capacité juridique de remplir cette mission, pas plus qu'elle n'a été en mesure, dans la cacophonie ambiante, de faire entendre une voix autorisée sur la méthodologie en matière de recherche clinique, laissant se dérouler sur la place publique des controverses qui n'ont fait qu'alimenter le désarroi et la défiance de nos concitoyens. Il nous est également apparu que la recherche sur les maladies émergentes et infectieuses gagnerait à mieux se structurer. C'était l'objet du consortium REACTing, qui n'a pu assurer que partiellement cette mission. Et vous pourrez préciser, Monsieur le ministre, les missions et les moyens de la nouvelle agence dont vous avez annoncé la création à partir de REACTing. La commission d'enquête avait pour sa part recommandé la création d'une structure dédiée à la recherche en maladies infectieuses, en rapprochant le consortium REACTing de l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les maladies infectieuses, dont la mission est de fédérer, coordonner, animer et financer toute la recherche publique sur le sida et les hépatites virales. Cette capacité à fédérer nous a clairement fait défaut dans la recherche contre la Covid. D'une façon plus générale, quels sont les enseignements que le gouvernement tire de cette crise en matière de recherche ? Tout comme l'hôpital, le secteur de la recherche était en crise et en proie au doute bien avant le déclenchement de l'épidémie de Covid. Quelles solutions envisagez-vous pour la remobilisation de la recherche alors que les résultats ont pour le moment plutôt été dégagés à l'étranger ? Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur le ministre Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'épidémie est encore là. Elle nous oblige à la plus grande vigilance dans notre vie quotidienne, comme dans les analyses et les jugements qui ne sauraient être définitifs. L'heure n'est donc pas encore au bilan, même s'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour un débat démocratique. Il y a un an, le virus était encore très largement un mystère à percer, une menace abstraite, un risque mal défini. Aujourd'hui, c'est un ennemi mieux identifié qui a sévi partout dans le monde, provoquant plus de 80 000 morts dans notre pays. Nous faisons donc face à une épidémie qui est évolutive, que nous suivons chaque jour, heure par heure, avec des connaissances qui, elles aussi, évoluent sans cesse, tout comme évoluent les outils qui nous permettent de lutter avec toujours plus d'efficacité contre ce virus. Je salue une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui se mobilisent depuis des mois, de longs mois, sans compter leur temps ni leur énergie. C'est tout notre système de santé qui a été mis en tension comme jamais. Ce sont toutes les structures économiques et sociales de notre pays qui ont été bouleversées. Ce sont tous les Français qui ont dû apprendre à vivre autrement pour éviter le pire. Il a été question de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons une épreuve collective majeure, une épreuve inconnue de notre génération, de la mienne, de la vôtre, une épreuve qui n'épargne personne et qui demande à chacun des efforts et même des sacrifices.
Une crise, c'est une perte de contrôle. C'est un événement qui surgit, qui prend de court, qui nous dépasse d'abord et auquel nous nous adaptons ensuite. Aujourd'hui, nous avons davantage de solutions pour combattre l'épidémie et nous avons repris sur elle une forme de contrôle relatif. La vaccination est un espoir formidable, un outil aussi puissant qu'inespéré il y a encore quelques semaines. Mais regardez, mesdames et messieurs les sénateurs, des variants apparaissent déjà, qui se développent aux quatre coins du monde, qui posent de nouvelles questions, de nouvelles difficultés, de nouveaux défis, qui peuvent mettre à mal notre stratégie. Bien malin qui, ici, est capable de dire, avec certitude, ce que le virus nous posera encore comme défi dans les semaines, les mois à venir, non ? C'est Churchill qui avait pour coutume de dire qu'un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. Je pense qu'en la matière, les prédictions n'ont jamais été d'une grande aide dans la conduite des politiques publiques et nous devons rester à la fois modestes et à la fois considérer qu'il y a des choses qui aujourd'hui nous échappent et pour lesquelles nous aurons des réponses demain et heureusement nous les aurons. À ce jour, à l'heure où nous nous parlons, nous disposons de temps intermédiaires, mais la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. Le travail d'analyse doit impérativement tenir compte de cette donnée. Pour autant, ce travail est indispensable et nous devons préparer ensemble notre système de santé pour demain. On appelle cela tirer les enseignements, c'est notre responsabilité. Des engagements forts ont déjà été pris, par exemple avec le Ségur de la santé, qui répondait à des revendications anciennes et légitimes portées par les soignants. Nous avons revalorisé dans des proportions inédites les métiers du soin. Nous avons investi comme jamais pour donner à l'hôpital public les moyens d'affronter autant le quotidien que des épreuves de grande ampleur. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis engagé dans la gestion de cette crise sanitaire depuis la première minute de ma prise de fonction. Dans quelques jours, cela fera 1 an que j'aurai été nommé ministre en charge des solidarités et de la santé. Par temps calme, ce ministère n'est pas un ministère comme les autres, puisqu'il touche à ce que chacun a de plus précieux, sa santé et celle de ses proches. Dans la tempête, ce ministère cristallise les attentes, les espoirs, les angoisses de tout un pays. En franchissant les portes du ministère, je savais que ma responsabilité serait immense et j'ai chaque jour mesuré ses attentes, ses espoirs et ses angoisses. Je n'ai pas commenté en différé, j'ai agi en temps réel et l'intérêt général a été ma seule boussole. Je vous remercie. Bien, dans la suite du débat, merci Monsieur le Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Je donne la parole pour commencer à Madame Angèle Préville du groupe socialiste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Si la réponse à l'urgence peut être par essence imparfaite, des leçons durables auraient dû être tirées de la crise. Les choix politiques, les égarements stratégiques n'ont pas été assumés. Nous le regrettons. L'ampleur du choc ressenti par notre pays depuis bientôt 1 an est inédite. Nous faisons face à un bilan humain sans précédent, à une urgence sanitaire et sociale. Le début de crise a été marqué par un manque d'anticipation, une absence de prise de décision et une accumulation des dénis. La première défiance est la vôtre à l'égard des Français pointés du doigt comme mauvais élèves, peu respectueux des consignes, accusés d'emblée d'être de potentiels vecteurs de la maladie au comportement insouciant. Ce qui en résulte en principe de réaction, c'est une défiance en retour, accentuée par l'incompréhension de vos mesures. Nous nous inquiétons sur les leçons qui peinent à émerger, car la vulnérabilité de notre société a été mise à nu. Or, la gestion de la crise a été concentrée dans une certaine forme d'opacité par le truchement du Conseil de défense entre les mains de l'exécutif. Elle accuse aujourd'hui le coup de sa verticalité. Notre démocratie a été mise à mal. La stratégie des masques, des tests et des vaccins n'a clairement pas été à la hauteur, avec l'impression persistante d'être toujours en retard. Ma question porte sur l'expertise, sur le rôle du conseil scientifique mis en place à la hâte. N'aurait-on pas dû avoir d'entrée de jeu une instance autonome, pérenne, multidisciplinaire, indépendante, dotée de moyens conséquents et capable de faire face aux crises à venir, dépassant le strict champ des pandémies, comme des événements climatiques ou des accidents industriels par exemple, ce qui est une proposition de notre rapport. Je vous remercie. Bien, merci pour la question, Monsieur le Ministre.
Madame la sénatrice, on pourrait disserter longtemps sur le fait de savoir si une crise s'anticipe, puisque par définition, si une crise est anticipée, il y a moins de risques qu'elle survienne. Elle a éclaté en France, elle a éclaté dans toute l'Europe, elle a éclaté dans le monde entier. On peut considérer qu'il y a peut-être un facteur qui échappe aux politiques publiques et aux particularités inhérentes à un pays. Et quand une crise éclate, puisque par définition elle n'était pas anticipable, surtout quand elle est mondiale, les réactions que vous devez avoir, les décisions que vous devez prendre, elles ne se prennent pas par l'anticipation de ce que vous pourrez décider dans un mois. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand j'ai souhaité avoir un comité scientifique ad hoc pour pouvoir éclairer les décisions de politique publique, répondre à des questions qui se posaient, qui étaient découvertes au jour le jour, j'allais dire heure après heure, oui, ce conseil scientifique a été mis en place à la hâte. Mais des décisions prises à la hâte, Madame la sénatrice, si on ne le fait pas quand on gère une crise, alors on ne gère pas une crise. Quant à la question démocratique, et je dis ça sans aucune forme de critique, et je suis profondément respectueux, j'allais dire presque amoureux du Parlement. J'ai été parlementaire et j'aime le Parlement dans ce qu'il est capable d'apporter, et j'aime profondément la démocratie, et je suis très attaché à ce que la démocratie puisse survivre même dans des périodes de crise. C'est ainsi que c'est la 24e convocation par une chambre parlementaire, Assemblée nationale ou Sénat, depuis 11 mois que je suis ministre, à laquelle je réponds bien volontiers, et je vous en remercie d'ailleurs pour cette convocation qui s'ajoute aux nombreuses séances et textes de loi qui ont traité de la crise sanitaire. Je n'ai donc pas l'impression que la démocratie ait été confisquée. Je pense avoir presque passé plus de temps au Parlement comme ministre que j'en avais passé comme étant député. Mais cela étant, je comprends parfaitement les remarques qui peuvent être formulées sur l'enjeu démocratique en période de crise. À nouveau, on pourrait disserter longtemps sur ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Préville, vous avez droit à une réplique. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé s'il n'aurait pas été intéressant d'avoir d'emblée déjà une instance prête à répondre à toutes les crises auxquelles nous allons peut-être être confrontés à l'avenir. C'était là ma question. Est-ce que, évidemment, que le conseil scientifique, j'ai dit à la hâte parce qu'il n'y avait rien, c'était pour cela. Et parce que je pense que, comme cela existe dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, nous aurons à l'avenir, on va espérer que non, mais à faire face à d'autres crises importantes également, qui sont, comme je l'ai dit, des événements climatiques ou des accidents industriels, et que d'avoir d'emblée une instance multidisciplinaire avec des scientifiques qui sont prêts quasiment à la seconde à répondre et à venir. Il faut conclure. Peut-être que ça aurait été une chose intéressante. Voilà, c'était ma question. La parole à Guillaume Gontard pour le groupe écologiste pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord m'excuser de sortir un petit peu du cadre du présent rapport pour évoquer davantage la question de la gouvernance qui me semble essentielle. En prenant quelques instants pour regarder comment nos voisins gèrent la pandémie depuis 1 an, on constate rapidement qu'aucune démocratie ne fonctionne avec une telle verticalité. Ce qui était acceptable il y a 1 an est devenu insupportable aujourd'hui. Je rappelle brièvement qu'après avoir été au théâtre pour rassurer les Français début mars, le président de la République a décidé 8 jours plus tard, sans aucun cadre légal, de confiner le pays. Nous ne lui tenons pas rigueur d'une décision qui s'imposait, que nous avons d'ailleurs validée a posteriori, mais je mobilise cet exemple pour préciser que notre politique de gestion de crise ne peut plus relever du seul président. L'exemple du confinement avorté il y a 15 jours, qui a pris par surprise jusqu'au Premier ministre, en est une nouvelle illustration délétère. Ce manque de visibilité est aussi pesant et usant pour nos concitoyens que les mesures de restriction et de liberté. Alors que faire? Que faire face à cette crise qui est quand même partie pour durer, hélas? Il me semble que l'Afrique du Sud, pays pourtant très durement touché par le virus, a pris le temps d'élaborer un mode de gouvernance intéressant. En lien avec le Parlement, le gouvernement a mis en place un barème avec 5 niveaux d'alerte à la manière de notre barème Vigipirate. À chaque niveau correspond progressivement à un certain nombre de mesures de distanciation et de restriction de la liberté de mouvement et d'activité. Le changement de niveau est activé par le gouvernement sur la base de critères objectifs, circulation du virus, nombre de décès, niveau d'occupation des hôpitaux, avec bien sûr une possibilité de territorialisation. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de travailler sur un tel dispositif ou un dispositif semblable, et en tout cas de travailler sur le temps long, sur l'adaptation, comme vous en avez parlé, qui permettrait de donner de la visibilité aux Français et aux Françaises, aux élus locaux, aux entreprises, et surtout de renforcer l'acceptabilité des mesures et de soulager notre démocratie. Monsieur le ministre.
Oui, monsieur le sénateur Guillaume Gontard, merci pour votre question. D'abord, en gestion de crise, il faut, je pense, distinguer la préparation de la décision et la formalisation de la décision. En pratique, la préparation des décisions, elle est collégiale. Les scientifiques, les élus. Vous avez participé à plusieurs reprises au comité d'élus avec le Premier ministre, et j'y étais également. Il y a de l'expertise sanitaire. Ensuite, il y a des discussions interministérielles. Et à la fin, il faut bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Dans une mission régalienne, le chef de l'État engage sa responsabilité et prend les décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'il décide seul. La formalisation de la décision est seule. Mais elle fait suite à des concertations. Je peux vous dire, je passe beaucoup de temps dans ces concertations, et heureusement, et c'est très important. Enfin, je comprends la volonté du procès politique, parce que je le vois émerger une partie de la gauche depuis quelques semaines sur un homme qui déciderait tout seul. Et je peux vous dire que ça ne traduit absolument pas la réalité des choses telles qu'elles sont conduites. Et l'effort de transparence qui est fait tous les jeudis avec les ministres, les DGS, pour expliquer les choses, montrer en transparence les graphes, les données, les chiffres, vraiment non seulement communiquer les choses, mais s'attacher à ce que les gens comprennent et saisissent les enjeux. Et je crois que les Français, d'ailleurs, ont saisi les enjeux et les comprennent. Vous parlez d'indicateurs de seuil, on en a fait à plusieurs reprises. Des zonages avec des zones rouges, on nous a reproché qu'il y avait trop de zones, après qu'il n'y en avait pas assez. Après qu'elles étaient trop uniformes, après qu'elles étaient trop territorialisées. Ce n'est pas grave, la critique peut faire aussi progresser. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne nous permettent pas, aujourd'hui encore, de vous dire, voilà dans un mois, quelle sera la situation. Monsieur le sénateur, juste avant que vous posiez votre question, j'ai regardé, comme je le fais tous les jours à la même heure, les publications de chiffres d'épidémie du jour par Santé publique France. Quand je sortirai de ce débat, je pourrai enfin prendre connaissance du taux de saturation des réa par région, pour voir s'il y a un département dans lequel ça monte. Et si ça monte, regardez si c'est parce qu'il y a du variant. Et s'il y a du variant, appelez localement pour voir si c'est un cluster. Et si c'est un cluster, ça va. Mais si c'est une diffusion départementale, on se dit, oh là là, est-ce que ça peut emporter des conséquences en termes de décision de politique publique ? C'est notre quotidien depuis un an, monsieur le sénateur. La réactivité est absolument indispensable. Donc, transparence, règle claire, vous avez raison. Assumer les décisions, ça c'est la Constitution qui le veut. Et par contre, réactivité. Et il faut nous laisser cette réactivité. La parole à Madame Cathy Apourceau-Poly, du groupe communiste républicain citoyen écologiste, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le rapport de la commission d'enquête du Sénat a démontré que le gouvernement aurait pu anticiper la deuxième vague de Covid-19 bien plus tôt. Malheureusement, vous n'avez pas écouté les mises en garde et surtout tiré les leçons des échecs de la gestion de la pandémie au premier trimestre 2020. Face à la crise, des solutions alternatives ont émergé des territoires. Les maires, les élus se sont mobilisés pour la fabrication de masques. Je pense également aux initiatives de fabrication de masques lavables au sein de la filière textile. La commission d'enquête sénatoriale préconise d'ailleurs de promouvoir ces masques produits en France et de pérenniser la filière. La mise à disposition d'une production nationale de masques grand public mobilisable rapidement en cas de crise sanitaire est aujourd'hui nécessaire. Monsieur le ministre, depuis lundi, l'usage des masques artisanaux sont interdits à l'école et les masques de catégorie 1 sont obligatoires. Actuellement, aucune homologation n'est prévue pour la commercialisation des masques. Que prévoit le gouvernement pour aider les initiatives locales de production de masques de la filière textile pour obtenir la certification de catégorie 1 afin de maintenir cette activité sur notre territoire? Et enfin, nous vous proposons d'envoyer à chaque enfant scolarisé des masques de catégorie 1 en passant par les communes ou par les communautés d'agglomération. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, la France a été le premier pays européen à mettre en place des normes AFNOR avec 2 catégories de filtration pour des masques dits grand public. C'était un gros travail qui a été fourni. Les industriels ont été très rapidement mobilisés pour produire, et dans toutes les entreprises, dans beaucoup d'entreprises françaises notamment, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement la capacité à protéger les Français avec des masques. Vous le savez, les collectivités ont joué tout leur rôle, qui ont acquis des masques, qui en ont distribué. L'État également, puisque nous avons réalisé le 3e envoi de 45 millions de masques gratuits à 7 millions de Français précaires chez eux, et le 3e déstockage de plusieurs dizaines de millions de masques à usage unique destinés aux personnes qui vivent à la rue et qui ne peuvent pas laver leurs masques. Vous posez la question de l'accessibilité de ces masques. Eh bien, écoutez, je vous en ai parlé pour tout ce qui est du réseau associatif, des élus locaux, des collectivités aussi et de l'État. Pour les enfants, il y a des distributions de masques textiles qui sont organisées via les préfectures à destination des structures associatives dans les territoires pour évidemment permettre aux enfants issus de familles modestes de pouvoir se protéger en ayant ces masques grand public de catégorie 1.
Madame Apourceau-Poly. Oui. Monsieur le ministre, j'entends votre réponse sur les familles modestes, mais comment vont faire les familles qui sont aujourd'hui plongées dans la précarité? Les familles, y compris, on n'en parle pas souvent, mais qui gagnent le SMIC. Vous savez qu'un masque pour un enfant, c'est 3 € en moyenne. Ça fait 150 € à l'année pour un enfant. Hein, donc, voilà, ça représente quand même un sacré souci. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition de fournir à tous les enfants scolarisés un masque, qu'ils soient dans une famille où on gagne le SMIC ou dans une famille où, évidemment, on vit la précarité. Parce que, quand même, juste pour dire, Monsieur le ministre, que les familles ont connu le chômage partiel et qu'elles ont eu de grosses pertes de pouvoir d'achat. La parole est à Jean-François Husson, des Républicains. Oui, monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Comme un certain nombre de nos collègues, je vais revenir sur un ensemble des conclusions de cette commission d'enquête, notamment touchant à la gestion de la crise, dont je rappelle que le président de la République l'a qualifiée de temps de guerre et qui n'a manifestement pas permis d'assurer à la fois une territorialisation dynamique des décisions qui aurait permis, nous semble-t-il, de mieux gérer la crise dans les territoires et notamment dans le premier acte, les territoires les plus touchés. Je pense à notre région, la région Grand Est, mais également de ralentir dans un second temps la propagation du virus. Par ailleurs, vous n'avez pas permis de doter les acteurs locaux, dans ce premier temps, d'un soutien suffisant, leur donnant les moyens d'action. Alors, à cette époque, loin d'être linéaire, la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le Covid-19 s'est plutôt apparentée à une course d'obstacles. Il a fallu aux ARS trouver le moyen d'avoir la bonne trajectoire pour gérer la crise sanitaire. Il y a eu besoin de l'aide, évidemment, des départements et des communes. Et puis, finalement, une stratégie nationale hésitante par les services de l'État. Autant de décisionnaires qui ont ralenti la chaîne de commandement, lourde, à ce moment-là inadaptée à la gestion de la crise et à la fluidité, gage de confiance. Monsieur le ministre, comment aujourd'hui pensez-vous remédier à cette gestion lente et désordonnée de la crise sanitaire qui participe, je dois le dire, d'une certaine manière au climat anxiogène ressenti par les Français? Monsieur le ministre. Dans les débats tout à l'heure en pupitre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le Grand Est et ça me gêne un peu, donc je vais profiter de votre question, monsieur le sénateur, pour répondre. Le Grand Est est une région qui a pris la crise de plein fouet, oui. Une région dans laquelle nous avons été, et moi en particulier, en contact avec la quasi-totalité des grands élus du territoire, qu'ils soient maires, présidents de département, de région, quasiment au quotidien. C'est le territoire dans lequel nous avons réalisé le plus d'évacuations sanitaires en urgence. C'est le territoire de France dans lequel vous avez eu le plus de soignants qui ont pris un jour le train ou la voiture pour venir prêter main forte, pour éviter qu'on soit obligé de faire du tri de malades à l'hôpital. C'est ça la région Grand Est, monsieur le sénateur. C'est une région qui nous a occupés jour et nuit pendant des semaines. J'ai donc du mal à laisser dire que la région aurait été laissée seule, abandonnée, livrée à elle-même. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par quelqu'un de la région qui parlait de cela. Et la région Grand Est, monsieur le sénateur, c'est la région où j'ai dû limoger un directeur général d'ARS que vous avez auditionné dans votre commission d'enquête. Non, pas que pour d'autres raisons, monsieur le sénateur. Non, pas que pour d'autres raisons. Et non, monsieur le sénateur, il y a en lien étroit avec les élus locaux. Je note que quand les élus locaux étaient quasi unanimes pour demander à ce qu'on remplace le DG d'ARS, je me suis exécuté. Ce qui n'a pas empêché qu'il soit auditionné pour comprendre si les raisons pour lesquelles nous l'avions limogé étaient bonnes ou non. Voilà, monsieur le sénateur. Monsieur Husson. Pardon, monsieur le ministre. Finalement, dans votre réponse, vous êtes un peu fourvoyé sur le limogeage du directeur de l'ARS. Moi, je vais vous dire la raison. La raison, ce n'est pas celle-ci. C'est des choix que vous pourriez vous qualifier d'inacceptables ou d'hasardeux, ce qu'ont dit un certain nombre d'élus sur l'organisation du CHRU de Nancy. Et enfin, je voulais vous faire... Non, mais si, la réalité, c'est celle-ci, monsieur le ministre. La réalité, c'est celle-ci. La deuxième chose, je vais vous faire une petite proposition parce qu'elle relève finalement du travail d'influence que pourrait avoir le gouvernement à l'endroit des organismes d'assurance des complémentaires santé. Plutôt que de négocier ou de demander à ce qu'ils payent
pour participer à des contributions, il eût été préférable, et il est encore temps, par exemple, qu'au titre des dépenses de prévention prévues par les contrats couvrant l'ensemble des Français via une complémentaire santé, la prise en compte d'une partie des frais pour les masques soit finalement une solution qui soit apportée, ce qui permettrait de montrer que le public et le privé peuvent travailler intelligemment au service des Français. Bien, merci, chers collègues. La parole à Vincent Delahaye pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Mes chers collègues, pendant 2 mois, la Direction générale de la santé enjoignait chaque soir les Français à faire preuve de responsabilité face au Covid. Aujourd'hui, les Français sont en droit de demander à l'administration de faire preuve de la même responsabilité. Or, qu'est-ce que la responsabilité? C'est l'obligation de répondre de ses actes et, le cas échéant, de ses fautes. Je me concentrerai ici sur quelques-unes de celles commises par la Direction générale de la santé. La lecture de notre rapport permet d'identifier 3 fautes majeures. La dissimulation d'abord. Mise au courant dès 2018 de la non-conformité et du caractère périssable de centaines de millions de masques, la Direction générale de la santé n'en informait sciemment pas la ministre de la Santé. L'impréparation ensuite. La Direction générale de la santé décidait de ne pas reconstituer ce stock, toujours sans en informer le gouvernement et par là même les Français. La manipulation enfin. La pénurie arrivée, la Direction générale de la santé faisait pression pour modifier un avis scientifique sur la nécessité de disposer d'un stock élevé de masques. Dissimulation, impréparation, manipulation. 3 fautes majeures, aucune responsabilité. Malgré cela, le gouvernement n'a eu de cesse de renouveler sa confiance à la Direction générale de la santé. Pourquoi, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, cette position est intenable. Maintenant que la lumière est faite sur les erreurs commises, quelles conséquences comptez-vous en tirer? Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, je ne crois pas être devant une cour de justice à répondre d'accusations au nom de mon directeur général de la santé. Donc j'ai déjà eu à m'exprimer sur cette question-là. J'ai lu le rapport de commission d'enquête. Les éléments qui figurent dans le rapport ont été envoyés par le directeur général de la santé lui-même. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à plusieurs fois qu'il avait toute ma confiance et que je le remercie pour l'action qu'il mène au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Monsieur Delahaye. J'avoue que beaucoup de Français sont surpris de ce genre de réponse. Moi-même, je suis surpris. Il y a une gestion quand même catastrophique des masques, c'est reconnu. Il y a une gestion chaotique des tests. Aujourd'hui, on a une impréparation flagrante de la campagne de vaccination. On se demande ce qui s'est passé depuis le mois de septembre pour préparer cette campagne de vaccination alors qu'on savait qu'on allait avoir des vaccins. On se demande ce que la Direction générale de la santé a fait pendant ce temps-là. Et moi, je considère que quand on est aux responsabilités, on doit rendre des comptes. Et aujourd'hui, on a l'impression que la haute fonction publique ne rend pas de compte. Donc, on a besoin quand même d'avoir des explications un peu plus claires et un peu plus larges que ce qui a été dit par Monsieur le ministre. Moi, je suis désolé de cette réponse parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'on peut attendre d'une administration responsable dans notre pays. Pour conclure le débat, la parole est à Monsieur Alain Milon au nom de la commission d'enquête. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'heure n'est pas encore au bilan, nous a indiqué le ministre de la Santé en réponse à la discussion générale. C'est sans doute pourquoi sa réponse a été si brève, témoignant à l'évidence d'une certaine lassitude à rendre compte devant le Parlement malgré l'amour proclamé à son égard. Vous avez, Monsieur le ministre, cité Churchill, permettez-moi de vous citer Shakespeare, qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Répondre aux parlementaires peut en être une. » 24 convocations devant le Parlement en un an, cela fait 2 par mois. Une fois par mois dans chaque chambre, cela ne me semble pas nécessaire pour nous lasser, ou pour vous lasser, surtout quand on aime. Je regrette notamment que vous n'ayez pas répondu sur la question de l'isolement, question qui me semble encore ouverte, et plus généralement sur la stratégie tester, tracer, isoler, et les raisons pour lesquelles elle est devenue tester, alerter, protéger. Sur la recherche, qu'elle soit financée par le public ou le privé, la question du financement est posée, elle a été posée. La société française Valneva a trouvé des financements britanniques. Les Allemands ont su financer des biotech. La France ne parvient pas à financer ses biotech et surtout à fidéliser ses chercheurs. La temporalité a été évoquée, Monsieur le Ministre, ainsi que le temps long. J'entends ces arguments. Mais au printemps,
Les Français n'ont pas compris pourquoi, en dépit des déclarations du gouvernement, ils n'avaient pas de masque. Il était de notre devoir, je ne dis pas de votre, mais de notre devoir, de chercher à comprendre, d'autant que dans ce domaine, la stratégie et le discours a clairement été dicté par les capacités. Sur ce dossier, le timing de la commission d'enquête à l'issue de la première vague était le bon. Nous ne parlons plus de masques aujourd'hui. Sur les masques, non, Monsieur le ministre, la commission d'enquête ne s'est pas focalisée sur un nombre. Elle a proposé une méthode et un schéma d'organisation. C'est très différent. Je récuse l'accusation de politique politicienne. Vous n'en trouverez pas trace dans le rapport. J'entends bien que les tests sont gratuits, mais cela ne rend pas pour autant leur usage efficace pour casser les chaînes de contamination. Nous ne tirerons les leçons de la crise qu'à condition d'accepter, d'entrer dans cette logique et d'accepter le débat. À l'évidence, ce travail reste à faire. Fort heureusement, et je vais répondre sur une réponse que vous avez donnée un peu énervée, fort heureusement, Monsieur le ministre, le contrôle de l'action du gouvernement et de l'administration ne se fait pas uniquement devant les tribunaux. La commission d'enquête n'a jamais appelé à traduire quiconque devant la Cour de justice. Elle a appelé à changer le mode de fonctionnement. Une véritable agence sanitaire ne voit pas ses conclusions modifiées par le directeur d'une administration centrale. C'est ça le sens de nos recommandations et je n'accepterai pas sur ce sujet en particulier de caricature. Merci et bonne soirée.